Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule sur le nucléaire. Alors ici, ce que j'ai en premier dans la capsule, c'est un noyau. On pourra représenter les petites boules rouges comme étant les protons et les bleus comme étant les neutrons. On veut représenter un atome au complet, bien évidemment, ce noyau-là se trouve être entouré d'un nuage d'électrons qui vont orbiter sur des orbites particulières, comme on a vu précédemment. L'autre chose à se rappeler, c'est que la stabilité de l'atome elle est due à la force électrique. C'est-à-dire que les électrons, étant donné qu'ils ont une charge négative et que le noyau lui-même a une charge positive, il va avoir entre les deux une force électrique qui va agir, qui va attirer les particules entre elles. Et donc la force électrique, si vous vous rappelez dans votre cours d'électricité, F, on va l'appeler Fe, c'était donné par K fois charge 1 Q1, Q2, divisé par R carré. Donc c'est une force qui diminue selon la distance au carré et qui est proportionnelle au produit des deux charges. Donc si on dit que Q1 c'est le noyau, Q2 c'est l'électron, le produit de deux charges va donner un nombre négatif. Ce qui fait que la force elle-même, on peut l'exprimer comme une valeur négative. Et comme vous avez aussi déjà vu, c'est que quand on arrive avec une force négative, c'est signe que la force électrique se trouve dans ce cas-ci à être attractive. Donc c'est pour ça qu'elle est responsable de la stabilité. Maintenant, si on se concentre sur le noyau lui-même, on a les protons en rouge, les neutrons en bleu ici. Les protons ont tous des charges positives, alors que les neutrons, eux, ont tous des charges égales à zéro, tous des charges nulles. Donc, si on se concentre seulement sur la force électrostatique, on aurait une force globalement répulsive, étant donné qu'entre protons, ça se repousse, ils ont la même charge. Heureusement, il n'y a pas une seule force, mais il y a deux forces à l'intérieur du noyau. Il y a évidemment la force électrique, qui va être, dans ce cas-ci, répulsive, et qui agit uniquement entre les protons, entre eux. Les neutrons ne sont pas affectés par cette force-là. Et on a une deuxième force qui s'ajoute, qu'on appelle la force nucléaire forte. J'ajoute le mot forte, étant donné qu'on va voir qu'il existe également, c'est-à-dire une force nucléaire faible, qu'on va voir plus tard dans le chapitre. Mais celle dont on parle ici, on l'appelle la force nucléaire forte. Elle est une force qui va être globalement attractive et qui va agir autant entre les protons que les neutrons. Donc, proton-proton, neutron-neutron et proton-neutron. Petit à côté ici, que je ne demanderai pas à l'examen, mais en réalité, les protons et les neutrons ne sont pas des particules fondamentales. On sait qu'ils sont constitués de plus petits éléments qu'on appelle les quarks. Et chaque proton et chaque neutron est en réalité constitué de 3 quarks qui sont des particules ponctuelles en autant qu'on est capable de les mesurer. Et entre chacun de ces quarks-là, il existe une force attractive qui va agir entre chaque paire, ce qui fait en sorte que, en fait, ça c'est la véritable force nucléaire forte. Quand on parle de la force nucléaire forte, elle agit entre quarks. Mais étant donné que cette force-là est particulièrement intense, elle agit aussi sur l'environnement autour du proton, ce qui fait en sorte que la force nucléaire s'étend en dehors du proton et du neutron, donc elle permet, entre proton et neutron, une attraction. Alors, on va maintenant analyser comment les forces qu'on vient de voir vont varier, donc la force en fonction de la distance qui sépare les protons et les neutrons. Donc, comme on a déjà vu, on va prendre la convention que quand la valeur de la force va être positive, c'est une force répulsive, et du côté négatif, c'est attractive. On commence avec la force électrique. On sait qu'elle varie en 1 sur R carré. Autrement dit, elle est très, très répulsive, très forte, à la petite valeur de R, et graduellement, elle va tendre vers 0 en fonction de l'inverse de la distance au carré. Donc ça, c'est notre force électrique qui agit, ou électrostatique, qui agit uniquement entre les protons. Maintenant, on va mettre la force nucléaire forte. Elle est un peu spéciale, c'est qu'elle est répulsive, elle aussi, à très, très, très petite valeur de R, mais elle devient ensuite attractive. Et assez rapidement ensuite, elle tend à 0. Donc, elle tend vers 0 beaucoup plus rapidement que la force électrostatique. Si on met une échelle pour notre distance R, pour qu'on puisse avoir des valeurs un peu plus numériques, on va faire une échelle en femtomètres. Donc, je rappelle, un femtomètre, c'est 10 à la moins 15 mètres. C'est à peu près le diamètre d'un proton ou d'un neutron. Donc, si on gradue l'axe, on aurait 1, 2 et ensuite 3. Donc, à 3 femtomètres environ, donc à une distance d'environ de 3 protons ou 3 neutrons de large, la force nucléaire tombe à carrément 0. Elle n'a plus d'effet. Mais heureusement, donc on a une zone de stabilité
Et on aurait, aux alentours de 1 femtomètre, une valeur vraiment principalement attractive qui va permettre à notre noyau d'être stable. Donc, c'est la distance moyenne qu'on va avoir d'ailleurs entre les protons et les neutrons. C'est de l'ordre de 1 femtomètre. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est les différents isotopes stables qu'on retrouve dans la nature. Et on les a regroupés dans un graphique en fonction du nombre de protons et du nombre de neutrons. Donc sur l'axe horizontal, on a le nombre de protons et sur l'axe vertical, c'est le nombre de neutrons. Et ce qu'on voit, c'est que dans le début pour les éléments plus légers, les éléments les plus stables sont ceux qui ont un nombre égal, en fond. Toute la ligne rouge ici, qui est la droite, qui sépare le graphique en deux, correspond à n égale z, donc le même nombre de protons que de neutrons. Et on voit qu'effectivement, les premiers éléments se situent dans cette ligne-là. Donc pour les éléments, par exemple, comme l'hélium, le carbone, l'oxygène, l'azote, ainsi de suite, on se retrouve dans cette région-là où les isotopes les plus stables ont le même nombre de protons que de neutrons. Ce qu'on voit par contre, c'est que pour les éléments plus lourds, donc avec plus de protons à l'intérieur, il faut un peu plus de neutrons. Donc ici, la courbe se décale par rapport à la ligne oblique. Et plus on s'éloigne, plus on monte en masse dans les éléments plus lourds, plus la quantité de neutrons doit dépasser celle du nombre de protons. Pour comprendre ça un peu, on peut faire une analogie simple. C'est que les neutrons sont un petit peu la colle des noyaux, dans le sens que même si les protons ont une force attractive entre eux, qui leur permet, à l'intérieur du noyau, de s'attirer, ils ont également la force répulsive qui agit. Et cette force-là, elle agit à plus grande distance. Comme on a vu dans le graphique juste auparavant, à partir d'environ 3 femtomètres, la force nucléaire va tomber à zéro, alors que la force électrostatique, qui est répulsive, elle est toujours pas nulle. Donc, qu'est-ce qui arrive dans des gros noyaux? Donc, si on regarde le noyau, comme on voyait tout à l'heure, chaque proton, chaque neutron a environ le même diamètre, c'est-à-dire 1 femtomètre. Ce qui fait que, étant donné que la force nucléaire agit juste à 2 ou 3 femtomètres de distance, chaque proton, chaque neutron attire seulement ses plus proches voisins. Mais si on a un gros noyau, donc par exemple le noyau qu'on voit ici, un proton qui serait situé à l'autre extrémité ici, lui, il ne ressent pas la force attractive du premier proton que j'ai identifié. Par contre, il ressent la force répulsive. Donc plus le noyau grossit, plus l'effet de la force électrostatique va devenir dominant, et donc ça déstabilise le noyau. La solution, en fait pas la solution, mais la manière que le noyau peut demeurer stable malgré tout, c'est d'augmenter la proportion de neutrons. Donc les neutrons eux, ils n'ont pas de force répulsive qui agit sur eux, seulement une force attractive, et à ce moment-là, en ayant un plus grand nombre de neutrons, les protons se trouvent naturellement à être plus éloignés les uns des autres. C'est donc la raison pour laquelle, dans les gros noyaux, on a une plus grande proportion de neutrons.